Salam alaikum, salut à tous. Ça fait très longtemps que je voulais faire cette vidéo, mais j'avais pas l'opportunité. Grâce à la déclaration de Macron, qui rappelle que la création d'État d'Israël est liée à la décision des Nations Unies de 1948, ce pourquoi Netanyahou lui répond, et je vais vous dire mot à mot exactement ce qu'il lui dit. Ce n'est pas la décision de l'ONU qui a donné naissance à l'État d'Israël, affirme le Premier ministre, mais la victoire obtenue dans la guerre d'indépendance par des combattants héroïques, dont de nombreux rescapés de la Shoah, y compris du régime de Vichy en France. Et je vais tout revenir à la genèse de tout. Cet espace, puisque souvent on voit chez les sionistes le fait qu'ils disent toujours la Palestine n'a jamais existé, mais comme Israël n'a jamais existé d'ailleurs. Sous ces frontières-là, hein. Ça n'a jamais existé, jamais, jamais. On parle de population, et tout au long de l'histoire, vous avez vu que les territoires changent, avec des grands espaces, et puis il y a des phénomènes de colonisation, des phénomènes de décolonisation, et qu'aujourd'hui nous vivons des problèmes essentiellement dans les endroits où il y a décolonisation, quel que soit le lieu, que ce soit en Afrique, que ce soit même en Asie. Regardez le problème avec l'Azerbaïdjan et l'Arménie, c'est la décolonisation. Le problème entre le Kyrgyzstan et le Tadjikistan, notamment sur la partie de la flotte et tout ça, etc., c'est la décolonisation. L'histoire du Sahara occidental avec le Maroc et l'Algérie, etc., c'est la décolonisation. Bref, tout ça, c'est lié, ou à l'époque, mais il y avait des populations qui y vivaient. C'est important de savoir que quand on est avec Theodor Herzl, l'idéologie sioniste, d'accord, encore une fois, parce que moi je attache vraiment des choses à la sémantique, ils ont tout fait pour écarter, si vous préférez, la sémantique et l'essence des choses. C'est cruel. Mais donc le sionisme, qui est une invention idéologique, qui s'appelait le foyer juif, avait, donc c'est fin du 19e siècle, c'était une idéologie sur l'identité. Un peu comme nous avons en France, ces identitaires chrétiens qui ne vont pas à l'église, ils se sentent seulement chrétiens quand il s'agit de cracher sur les musulmans. Sauf que là, c'était cette identité, chez les sionistes juifs, c'était de dire, c'est pas parce que tu es juif pratiquant, c'était pas religieux, puisque il faut savoir que les Juifs avaient une grande part dans l'Empire ottoman, que quand on nous fait croire, soi-disant, chaque fois les racines judéo-chrétiennes, ce qui est complètement faux, alors c'est vraiment faux. C'est seulement les sionards qui font croire qu'ils ont eu, c'était la racine et qui ont toujours été ensemble. Non, les Juifs ont toujours été persécutés en France et en Europe, donc arrêtez de me faire croire que vous étiez copains comme cochons. Non, non, pas du tout. Mais alors vraiment pas du tout. C'était même interdit de commercer, etc. C'est seulement Napoléon qui a permis aux Juifs de retourner au droit au commerce. Donc important, arrêtez de me la jouer, en gros, c'est le perturbateur, c'est le musulman. Donc quand, même au XVe siècle, les Juifs étaient chassés d'Espagne, c'est qui les a récupérés? C'est les Ottomans. Et les Ottomans en ont pris une partie qui en ont mis sur le territoire qu'aujourd'hui on appelle Israël et la Palestine, puisque la Palestine est occupée, donc c'est sur ces territoires-là. Donc au 19e siècle, fin 1880, sur à peu près 400 000 personnes qui vivaient sur ces territoires, parce que ce qui est important, c'est de parler des personnes de ces territoires, d'accord? C'était 85% de musulmans, 11% de chrétiens, et seulement 4% de juifs. Ça, c'est la réalité. Quand il y a eu la Première Guerre mondiale et que les Ottomans se sont alliés aux Allemands, avant, on préférait les Français et les Anglais, en secret, donc c'était Sykes et Picot, qui se sont déjà préparés sur l'après-guerre et le découpage. Et le but, c'était de faire en sorte de découper l'Empire ottoman et de recréer des nouvelles influences. Ceux qui ont mis, alors on dit toujours Sykes et Picot, qui ont prévu ce découpage avec l'agrément de l'Italie et des Russes. Qu'est-ce que ça avait prévu? Donc, ça s'est mis en place
Donc ça, c'était Sykes-Picot, c'était des accords secrets, mais sur le papier, quand ça se crée en 1918, c'est le ministre français Cambon, égré pour l'Angleterre. Et d'ailleurs, on voit le CRIF qui ne cesse de dire de jamais mélanger les Juifs et Israël, de ne pas importer. Sauf que chaque fois que l'actualité parle d'Israël, il y a toujours un communiqué de soutien, quel que soit le gouvernement du CRIF. Et là, on voit un long trade de Jonathan Arfi, qui est président du CRIF, bam, qui, suite aux propos du président de la République, rappelant que c'était les Nations Unies qu'ont créé l'État d'Israël. Je vais en revenir tout à l'heure. Pourquoi je dis que c'est Netanyahou qui a, entre guillemets, raison. Raison dans les faits historiques, hein, pas raison de faire ce qu'il fait. Hein. Donc il laisse penser que la création de l'État d'Israël est le fruit d'une décision politique de l'ONU. C'est méconnaître à la fois l'histoire centenaire du sionisme, l'aspiration millénaire des Juifs au retour à Sion et le sacrifice des milliers d'entre eux pour l'État d'Israël. Déjà, rien que... écoutez bien, hein, après à l'heure où l'antisémitisme se nourrit de l'antisionisme, ces propos renforcent dangereusement le camp de ceux qui contestent la légitimité du droit existentiel. Déjà, donc de suite, ils veulent condamner, donc ils ont fait le CRIF, de dire, attention, derrière l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Mais lui, même dans son avant-propos, il précise bien que c'est une idéologie, que le sionisme, il date seulement de 100 ans. Et donc ça n'a rien à voir, alors que le judaïsme, il est là depuis des millénaires. Vous voyez la différence? Donc on voit bien que c'est complètement dépendant, le sionisme, du judaïsme. Le sionisme, Theodor Herzl, qui venait de Hongrie, qui lance l'idée de se dire, c'est parce que nous sommes victimes, c'est pour ça qu'on a arrêté de nous parler de racines chrétiennes, mais j'éclate de rire, c'est parce que nous sommes victimes de l'antisémitisme, et notamment quand il commence à faire ses écrits sur l'affaire Dreyfus en France, qu'il commence à inventer cette idéologie, et pour se dire, il faut un lieu sécurisé pour les Juifs qui sont répartis sur l'ensemble de la planète. Premier constat, ça prouve que les Juifs ne vivaient pas aujourd'hui ce qu'ils appellent Israël et en Palestine, ça n'existait pas. Ils étaient ultra minoritaires, je ne dis pas qu'ils n'y étaient pas, mais ils étaient ultra minoritaires et que tous les Juifs étaient répartis sur l'ensemble de la planète. Netanyahou, il est originaire de Roumanie. Hein, et donc il faut dire la réalité. Quand on avait Sharon c'était un Iranien. Il suffit de voir que leurs noms, que vous comprenez bien que ce n'est pas des noms qui sont donnés aux occupants historiques de cette région. Et je ne parlerai pas de tous qui sont venus après 91, après la chute après la chute du mur de Berlin, à la fin de l'Union soviétique, près de 2 millions de Juifs, parfois de non-juifs aussi, certains qui se sont fait passer pour des Juifs, qui sont venus de Russie. Donc on avait ce coin qui était tenu par les séfarades, puisque l'essentiel même des Juifs présents à l'époque étaient plutôt des séfarades, et que beaucoup venaient de l'Empire ottoman. C'était des Juifs qui appartenaient à l'Empire ottoman, qui était une des compositions de la population ottomane. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Theodor Herzl, qui invente ce concept, commence à attaquer et font des actes terroristes. L'État d'Israël s'est construit sur le terrorisme. Et c'est en cela où j'abonde dans le sens de Netanyahou et dit que c'est insulter les combattants, tout ça, etc. Bien sûr, il les appelle les combattants de l'indépendance. Bon, là, lui, il le voit avec ce prisme-là. Donc, lui, il les voit comme des combattants de l'indépendance. Mais qui est complètement faux, puisque lui, sa famille et tous les autres, ils ont débarqué après. Donc, ce n'est pas des gens qui vivaient sur le sol palestinien, qui se sont révoltés pour avoir leur indépendance. C'est par l'aide, et lui, il a demandé justement, dès qu'il crée cette idéologie, de dire aux Juifs, rejoignez les terres d'Israël. Et ça s'est fait par des attentats. Quand l'Empire ottoman perd ses territoires et que les deux ont été découpés, ils ont fait un peu de partage, on parle de géographie d'aujourd'hui, entre 4 et 5 pays chacun, entre les Anglais et les Français. Qu'est-ce qui se passe? Les Français prennent le Liban et la Syrie, et les Anglais, ils prennent l'Égypte, l'Irak, et
la Palestine, qui aujourd'hui est prise par Israël, devait être de gestion internationale. Voilà, hein, c'était en gros truc. Sauf que les Anglais n'ont pas respecté. Arrive la Deuxième Guerre mondiale. Les Anglais, qui avaient l'autorité là-dessus, il faut savoir que, important aussi, que les Français et les Anglais ont instrumentalisé les différences. C'est pour ça que même les conflits d'aujourd'hui, il faut toujours voir qui instrumentalise les choses. Je ne vais pas m'écarter avec tous les trucs, entre comment opposer entre les chiites et les sunnites, comment jouer l'un après l'autre, etc. Mais chaque fois, ça a été de jouer sur la division du monde musulman et la division du monde arabe. Très important. Et quand ils font croire aux populations arabes, soit en Arabie Saoudite, tout ça, etc., en leur disant « Oh, on va vous donner votre État, soulevez-vous et accompagnez-nous contre l'Empire ottoman », ça venait de là. C'est qu'ils disaient, ils ont menti à tous les peuples qui occupaient tous ces territoires-là, on va vous libérer des Ottomans pour vous donner votre indépendance et votre liberté. Chose qui n'a pas été faite, puisque les Français comme les Anglais ont pris une occupation et qu'ils ont mis en fait sous curatelle, sous direction ils ne l'auront pas donné. Et commence, donc, quand on parle de 48, c'est parce qu'il y a eu encore les Européens qui ont créé, comment vous dire, la Shoah et compagnie sur les Juifs, et que à l'intérieur du territoire de la Palestine, qu'il y a eu des attentats à gogo, que les Anglais ont dit, bon, il faut lâcher le morceau parce qu'on n'en peut plus de supporter le terrorisme. Alors, regardez bien, cherchez sur Google les articles, tout ça qui viennent vous corroborer ce que je viens de vous dire. À l'époque, on parlait des actes des Juifs, des sionistes qui attaquaient, c'était des attaques terroristes. Qu'aujourd'hui, Netanyahou qualifie de héros indépendantistes. Un peu exactement la même chose qu'on a eu en France entre les résistants qui étaient avec De Gaulle considérés comme des terroristes au moment où la France a été occupée et considérés comme des héros et célébrés encore aujourd'hui comme des résistants après. Vous voyez, c'est toujours pareil, c'est dans quel sens, qui le raconte et à quel moment tout cela. Tout ça pour dire que le Hamas, etc., quand il commet... alors, le Hamas, quand il attaque des soldats, c'est un rapport de guerre, mais quand il tape des civils, c'est un acte terroriste. C'est sémantique, donc il faut être ferme et clair pour tout le monde dans les mêmes définitions. Dès qu'on tape des civils, c'est du terrorisme. Quand on attaque des militaires, c'est la guerre. D'accord ? Mais, donc, en France, il y a des gens qui sont poursuivis, attaqués en disant « Oui, mais l'attaque du 7 octobre, ce n'est que les conséquences d'une occupation et que les autres sont des résistants. » Paf, alors là, tu vas au cachot. Là, il te garde à vue, le GIGN qui débarque chez toi, il te fracasse, etc. Mais... déjà, ça veut dire d'où on parle. Certes, la France reconnaît le Hamas comme terrorisme, etc. Alors, on va rigoler pour le Hezbollah, parce que la branche politique, elle dit, bon, ben, je les reconnais, je parle avec eux. Macron avait rencontré aussi les responsables du Hezbollah. Ah, mais la branche armée, je la reconnais pas. Alors que c'est exactement, c'est la même structure, sauf que, comme on dit, il y a des filières, ouais, voilà, etc. Mais tout ça sous la même autorité, donc c'est de l'hypocrisie. Donc, ça dépend d'où on parle. Donc, quand vous parlez aux Palestiniens, ils n'auront peut-être pas la même vue. Et puis, l'histoire ne dira peut-être pas la même chose. Peut-être que l'histoire, et qu'il y aura un État palestinien, et qu'il y aura un dirigeant, et qui fera comme Netanyahou, en disant « Ah oui, mais eux, c'était des héros, c'était des résistants, etc., etc. » Mais on ne peut pas transposer, à donner acte à Netanyahou sur le fait qu'ils disent « Ce sont des combattants de l'indépendance. » Non, je ne suis pas d'accord. Parce que je rappelle encore que toute la population qui est venue après 48, c'est pas elle qui a combattu, qui a fait les actes terroristes. Elle a profité des actes terroristes, de la conjonction des problèmes de la Seconde Guerre mondiale et de la Shoah, pour venir coloniser et venir occuper. Encore aujourd'hui, chaque fois Netanyahou dit, il appelle les Juifs du monde, venez sur Israël, et le déni des populations qui sont sur place. Le déni des Arabes qui vivent sur place, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité. Donc là, Macron, quand il dit c'est l'ONU qui donne. Non, l'ONU
prend acte de la décision de l'Angleterre de se défaire de ce territoire, mais elle prend acte en 1948, non pas sur la création de l'État d'Israël, mais la création de la Palestine et d'Israël, que les Arabes ont refusé unanimement dans ce découpage, en trouvant ça complètement arbitraire de la part de l'ONU, rejettent totalement les trucs de 48. Certaines viennent juger l'histoire maintenant, en disant, ouais, ben, tu vois, s'ils n'avaient pas fait les cons en 48, ils auraient eu une Palestine, ils auraient été tranquilles, et sur les frontières de 48, alors qu'aujourd'hui, même dans le cadre de la paix, les gens abandonnent l'idée de 48, ils vont à 67, en disant, ouais, on part sur les frontières de 67. Voilà. Mais on ne peut pas juger les comportements 60 ans, 70 ans après, par rapport au moment T. C'est intransposable. Il n'y a que le retour sur le futur qui peut le faire. Ouais. Si on fait retour vers le futur, on peut. Donc là, on peut dire que c'est une faute. Mais à l'époque, il n'y avait aucune voix qui disait c'est un accord qui est équitable et acceptable. Puisqu'il disait, mais comment 4% de la population qui est sur notre territoire va devenir lui-même un territoire sur une population qui est majoritairement contre cette population. En gros, les juifs et les musulmans les musulmans et les chrétiens étaient supérieurs largement à 80% ou à 85% plus que la population juive, et on dit, on donne à la minorité le pouvoir et de créer son État. C'est pas possible. C'est pas possible. En gros, c'est un peu comme là avec ce gouvernement. Donc, pour le transposer, pour donner un peu de métaphore, le gouvernement où c'est les LR qui sont aux commandes alors qu'ils sont minoritaires. C'est exactement la même chose. Les Juifs étaient minoritaires sur ce territoire, mais on leur a donné... Donc les autres, au moment de la photo, au moment où il y a cette décision, ils disent, mais vous foutez de la gueule du monde ou quoi? Tu files à 4%, à 5% de la population, tu lui dis, ouais, mais tout ça c'est ton territoire, et on fait 50-50, hein, c'est-à-dire que ça c'est pour la Palestine, c'est un truc. Le mec te dit, mais il n'y a pas d'équitable. C'est pour ça qu'ils avaient refusé à l'époque. Mais les mêmes... S'ils étaient vivants aujourd'hui et qu'ils avaient à refaire, ils auraient pris 48. Mais au moment où ils devaient prendre, parce qu'ils jamais ils auraient pu penser qu'il y aurait, comme aujourd'hui, une occupation, tout ça, etc. Mais on ne fait pas machine arrière. Vous voyez, les décisions, elles se prennent à un moment donné, et que ceux qui viennent après, c'est trop facile de prendre des décisions. C'est quand c'est chaud qu'il faut prendre les bonnes décisions, mais parce qu'on voit aujourd'hui et qu'on n'a pas la perspective d'avenir de ce qu'elle allait voir. Personne n'aurait pu croire que Israël allait être puissant, qu'elle allait être soutenue par les Américains, qu'elle allait avoir l'arme atomique, qu'elle allait pouvoir coloniser, que le sionnisme se développe, etc. Tout ça, c'était pas à prévoir. C'était pas à prévoir. D'accord? Qu'il y a la collaboration de la majorité des pays arabes qui se couchent comme des serpillères, des dirigeants, avec Israël, etc. Donc tout ça, en 48, c'était impensable de voir tout cela. C'était pas possible. C'était pas possible. Donc voilà. Mais ce qui est important, vous voyez, c'est qu'on prend d'un fait et on a des interprétations historiques qui sont diverges. Moi, ce que je vous dis là, c'est factuel. Vous voyez, il n'y a pas de prisme, il n'y a pas un parti pris. Je vous donne les faits bruts comme les informations comme elles sont, et que vous pouvez aller vous vérifier par le travail des historiens qui vous diront, qui viendront corroborer ce que je viens de dire là. Donc, c'est pas 48 qui crée, c'est important, Macron, l'État d'Israël, c'est 48 qui crée l'État de Palestine, c'est-à-dire qui divise l'État de la Palestine, c'est-à-dire que un seul et même territoire devient la moitié d'un territoire, un offert aux Israéliens, et l'autre à Palestine, et sauf que ça ne s'applique toujours pas. Voilà. Par contre, on peut aujourd'hui dire que les Nations Unies, parce qu'il y a aussi ce phénomène dominant, parce que, ok, j'abonde sur Macron, ou même de Villepin, en fait, tous les gens qui disent que seul le droit international doit être respecté et doit être appliqué avec force et vigueur. Dont acte. Oui, mais encore faut-il que la structure de l'ONU soit dans la prise de décision, soit équitable et équilibrée. Mais comment elle peut être équitable et équilibrée quand il n'y a que 5 membres permanents qui représentent pas l'ensemble de la population mondiale? Pas de représentants africains, pas de pays musulmans, etc. Sauf que c'est la négation même, du côté universel du monde et de sa représentativité. Donc, quand les Américains, quand on a des décisions qui sont prises et qu'on a 90% des pays qui veulent une sanction, par exemple, sur Israël, et il suffit du veto américain, et que une décision, elle ne passe pas. Mais comment un seul et même pays
peut être au-dessus de 90% des pays. Parce que c'est ça la réalité. Alors, quand je vous dis 90%, c'est parce que les soutiens chaque fois des Américains, c'est la Micronésie, c'est la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ouais, c'est peut-être c'est quelques pays qui n'existent pas. Mais si on parle en population mondiale, sur 7 et quelques milliards de personnes, ben on va dire que c'est 7 milliards qui sont pour la Palestine et un demi-milliard qui est pour Israël. C'est mathématique, ça. Il suffit de prendre toutes les décisions qui sont prises. Vous avez les votes, ceux qui sont abstenus, ceux qui ont voté pour, ceux qui ont voté contre, etc. Donc voilà. J'espère avoir un peu éclairé vos consciences sur le sujet, mais ça mérite justement de prendre les informations brutes d'information. N'oubliez pas, partagez, parce que ça, c'est des choses qui ne sont jamais dites. Abonnez-vous, et à la prochaine, Inch'Allah. Bye bye.